Donc, merci de bien fermer vos micros. Ok, je suis un peu occupé. Là, ça va? Ça marche. Ouais, si jamais il y a un micro qui est oublié d'être coupé, vous m'en voulez pas, hein, je vous couperai. Mais... Ça appelle dedans. Hein? J'ai mis silence. Ouais. C'est bon, on est en direct, allez-y. Bonjour à tous, on va donc commencer la conférence en ligne. Moi, je suis Sébastien Gervais du collectif Intersquad de Lyon. Et cette conférence de presse, elle est organisée par une convergence d'organisations, de collectifs qui ont tous rédigé récemment des appels, des lettres ouvertes et qui convergent depuis le 30 mai dans une démarche nationale et européenne pour une mesure de régularisation générale et inconditionnelle des personnes. Là, ça va? On voulait aussi rappeler que la CIMAD, qui est absente aujourd'hui, qui a aussi rédigé un appel et qui a aussi signé un certain nombre de nos appels, celui du 30 avril des États généraux des migrations, la tribune aussi d'Anvita du 8 mai. La CIMAD s'inscrit dans la campagne du mois de juin et elle va très prochainement publier sa propre contribution. Et elle appelle, comme nous, aux manifestations qui auront lieu le 20 juin partout en France pour la régularisation. Cette convergence, elle est encourageante. C'est d'abord le résultat d'un long combat partagé que mènent depuis des années nos associations, nos collectifs et les personnes sans papier elles-mêmes pour le respect de leurs droits fondamentaux et pour une reconnaissance de leur place dans la société, de leur apport dans l'intérêt de tous. Une régularisation collective et pérenne, elle permettrait cette reconnaissance. Alors, il y a déjà eu des mesures de régularisation collective en Europe il y a quelques années, en France depuis plus longtemps, et toujours avec des conséquences positives pour tout le monde. Et cet enjeu de la régularisation collective et pérenne, il a aussi été exacerbé par la crise sanitaire et le confinement. On l'a vu, la régularisation, elle a été mise au débat public et à l'agenda gouvernemental dans d'autres pays d'Europe. Au Portugal, en Italie, il y a eu des régularisations partielles ou temporaires. C'est nettement insuffisant, mais les débats dans ces pays continuent d'avancer pour élargir ces mesures. Et on pense notamment au slogan des grévistes sans papier en Italie, qui disent « on veut la régularisation des personnes, pas la régularisation des bras ». En France, malheureusement, pour l'instant, rien ne bouge du côté gouvernemental. Et c'est bien là l'objectif de notre campagne, c'est de mettre cette question de la régularisation collective et pérenne dans le débat public national et en lien avec des parlementaires, obtenir des décisions politiques de régularisation collective et inconditionnelle. Ce qu'on entend par régularisation inconditionnelle, c'est simplement l'exigence d'une égalité des droits pour toutes les personnes qui vivent en France. Égalité dans le travail, parce que beaucoup de sans-papiers travaillent pour vivre et contribuent à la création de richesses. C'est l'égalité dans la formation, dans la scolarisation, et on est loin du compte pour les jeunes mineurs isolés ou les jeunes majeurs qui vivent en France aujourd'hui. C'est aussi l'égalité dans le droit à la santé, parce que là aussi, on a assisté à une régression avec les 3 mois de carence pour obtenir l'AME qui ont été récemment votés. En fait, cette égalité des droits, c'est la reconnaissance des droits humains et des droits à une existence digne, tout simplement, et notamment d'un droit à la mobilité dans ce nouveau monde globalisé. Pour nous, le chemin vers l'égalité des droits, il passe par l'attribution de titres de séjour pérennes pour ceux et celles qui n'en ont pas, et de titres de séjour longs et renouvelables pour ceux qui sont dans l'angoisse, l'instabilité permanente des successions de titres de séjour courts à renouveler tous les 6 mois, tous les ans. En un mot, ce chemin vers l'égalité des droits, pour nous, il passe par la régularisation. Donc, je vais maintenant passer la parole à Monsieur X, qui souhaite rester anonyme, on est ensemble dans le collectif du Collège Sans Frontières, qui est un squat qui fait partie de l'Intersquat de Lyon. Et je lui laisse la parole. Il va se présenter, je pense, tout seul. Il est juste à côté de moi. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Monsieur X.
Mon nom n'a pas d'importance puisque je suis connu sur les numéros. Je vis en France depuis maintenant 2 ans et 4 ans dans toute l'Europe. En parlant de ma vie d'exil, il me revient à vous parler de la vie des exilés dans le monde et plus particulièrement en France. Les 2 ans passés en France comme étant exilé, migrant ou sans-papier est le résultat des années de solitude, de l'espoir perdu, car se coucher la nuit et se réveiller le matin tout en pensant de ce que tu vas faire et de ce que tu vas devenir est comme vivre dans une vie qui n'a pas de vie. Chaque jour est un combat où ma force, mon courage s'épuise, mais aussi mon âge grimpe l'échelle, car chaque minute, chaque seconde et chaque heure passée est un ajout sur mon âge. Alors, il me revient de me poser la question, en quel moment je pourrais faire quelque chose de positif pour cette belle nation. C'est lorsque je serai vieux, j'en sais pas. Mon rêve de liberté devient des illusions. Mon savoir-faire, ma connaissance, ma force de jeunesse s'envolent peu à peu, tout simplement parce qu'il me manque une chose, la liberté. Car pour être libre, il faut se tenir debout, être capable de se nourrir, de s'habiller, de se payer des factures à la sueur de ses fronts. Malgré la vie dans les squats, dans les camps de fortune, malgré la difficulté dans les démarches vers une intégration, etc., je continue à prouver que je peux faire quelque chose pour la nation, raison pour laquelle mon quotidien étant migrant, exilé ou sans papier est de travailler dans les bénévolats ou être référent dans les squats afin d'être actif et rentable. Et des fois, nous sommes aussi exploités par certains individus qui croient qu'on n'a pas de droit car on n'a pas de papier. Et chaque fois qu'ils le font, ils sortent victorieux. Alors, ils ont raison ou pas? J'en sais pas. Je vous remercie. Merci pour ce témoignage. Je passe la parole à Bernard. Tu vas te mettre là? Oui. On est toujours à Lyon. Toujours à Lyon. Bernard va nous parler plus précisément des squats. Et puis ensuite, on lâche la parole pour commencer à Rennes. Et puis c'est Armand. Oui. Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, moi je m'appelle Bernard, donc je m'exprime en tant que membre et soutien de l'Intersquat Exilé Lyon et environ. Intersquat qui a été créé suite à l'éclatement de plusieurs structures d'hébergement qui a donné naissance donc à plusieurs lieux dans lesquels sont aujourd'hui hébergés les demandeurs d'asile. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la problématique des squats, c'est une ouverture et une fermeture systématique. C'est aujourd'hui une réalité d'errance à chaque expulsion des gens qui ne savent plus où dormir. On a passé, par exemple, au mois de septembre-octobre, 3 semaines avec un groupe de 30 à 40 personnes qui n'étaient pas hébergés, qui n'avaient pas de solution d'hébergement parce que expulsés de l'Amphi-Z à l'époque, en septembre donc, 2019. Donc cette réalité, si vous voulez, d'expulsion doit à un moment donné cesser. Et aujourd'hui, c'est plus de 800 personnes qui sont hébergées dans les squats. Et à ce titre, on se rend compte qu'on est en train de compenser l'inertie, de compenser les carences de l'État qui ne répond pas tout simplement à ses obligations envers les migrants, qu'ils soient mineurs d'ailleurs ou qu'ils soient majeurs. La crise sanitaire a aussi, vous le savez, aggravé cette situation par le fait qu'on avait des réseaux d'alimentation qui étaient perturbés. On a eu des problèmes d'hygiène également. Mais il faut quand même souligner le fait que tous les habitants se sont mobilisés suite aux recommandations de l'OMS sur tous les moyens de se protéger de l'épidémie. Tous les habitants ont appliqué les protocoles et ils ont été d'une grande responsabilité dans l'organisation de ces protocoles d'hygiène et de prévention de l'épidémie. C'est un point à souligner parce que c'est eux qui ont rendu la situation vivable. Et évidemment, avec le soutien et la convergence de différentes associations,
qui sont des associations, par exemple, extérieures. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'après la trêve du confinement, les audiences d'expulsion reprennent, c'est-à-dire qu'on a 4, 5, 6 structures où vivent les gens qui sont menacés, d'accord? Et donc, à ce titre, la question, c'est de savoir comment la métropole, comment la préfecture peut concilier le fait d'expulser, de remettre des gens à la rue aujourd'hui, avec la situation de risque et de danger sanitaire qui existe toujours, puisqu'elle n'est pas, comme on nous l'a bien dit, éliminée. Comment peut-on concevoir de mettre en danger la vie des gens, puisqu'il s'agit tout simplement d'un risque de mise en danger de la vie d'autrui, et c'est là-dessus que nous nous battons, parce que c'est un droit fondamental, le droit à la sécurité, le droit à la santé, et ce droit-là est bafoué par des décisions d'expulsion. Comment concilier les discours sur la cohésion sociale qu'on entend régulièrement au niveau de la présidence de la métropole, les discours sur le 0 personne à la rue qu'on entend aussi très largement de la part des gens de la métropole, et en même temps poursuivre en permanence en justice des gens qui ne demandent qu'à être à la fois reconnus et avoir tout simplement le droit au logement, qui est aussi un droit fondamental. Donc, c'est tous ces droits-là aujourd'hui qui sont bafoués par un système soit de mépris, soit d'ignorance, et un système qui, de toute façon, s'est mobilisé, a mobilisé toute sa force administrative. Et c'est ça la violence. La violence, elle n'est pas seulement physique, c'est une violence aussi institutionnelle que subissent aujourd'hui les migrants par toutes les vexations, par tous les retards de procédure, par tous les blocages auxquels on assiste, sans parler de la qualité de l'accueil de certains fonctionnaires à la préfecture. Je vous passe les détails là-dessus. D'accord ? Donc, maintenant, ce qu'on demande aujourd'hui, nous, pour conclure, c'est quoi? Nous demandons simplement que l'État fasse au moins ce que nous arrivons à faire. Ce que nous arrivons à faire, nous, sans moyens, l'État peut le faire avec des moyens. Ce que nous leur demandons très clairement aujourd'hui, c'est la légalisation, la régularisation de tous les lieux qui abritent aujourd'hui ces demandeurs d'asile. Et nous demandons par des conventions, qui peuvent être des conventions tripartites entre métropole, préfecture, propriétaires, qui rassembleront des gens autour de la même table pour arriver à négocier une régularisation de ces sites. Sinon, la lutte là va se trouver sans issue. Merci voilà. Bernard, merci beaucoup. Donc maintenant, la parole aux camarades de Rennes. Camarades de Rennes. Alors, donc l'interorga de Rennes, le thème qu'on va développer, que je vais lire, c'est les travailleurs en situation irrégulière. Mal, Rennes. Oui, on a un petit souci apparemment avec les camarades de Rennes. Peut-être qu'on va passer à la marche des solidarités, puis on reviendra sur Rennes, si vous êtes d'accord. Rennes, si vous êtes d'accord, s'ils nous entendent. Je fais partie aussi de la commission juridique de mon syndicat solidaire. Donc, en France, le droit du travail s'applique à tout travailleur et tout employeur, quelle que soit sa situation. Un travailleur en situation irrégulière bénéficie de toutes les mesures qui s'appliquent à tout travailleur. Le contrat, le salaire, les accessoires, la sécurité au travail, la saisine au tribunal compétent. Néanmoins, force est de constater que dans bien des entreprises, il n'en est rien. Entreprises de nettoyage, de restauration, de bâtiments notamment. La situation des travailleurs en situation irrégulière est précaire. Sa situation dans la Certaines affaires menées magnifiquement par la CGT en région parisienne ont fait grand bruit et ont alerté sur les conditions de travail des personnes sans papier. Les médias ont relayé de façon vaste le travail syndical fait en amont. Il s'agit souvent d'affaires collectives, plus parlantes en matière de travail dissimulé et certainement plus rassurantes pour les personnes concernées. Alors, le travail dissimulé est puni par la loi. Je vous passe les articles si vous avez envie de connaître les numéros des articles qui le gèrent, enfin, qui sévissent, je peux vous les donner. Donc, au niveau prud'homal et au niveau pénal, un employeur qui
qui embauche des gens sans papier est passible d'une peine de prison de 5 ans et une amende de 75 000 €, ce qui est très dissuasif. Et il faut s'en emparer de ça parce que c'est un bon outil que l'on a. Donc, alors, en pratique, en fait, ce qui se passe, c'est que l'embauche d'un travailleur sans papier est faite oralement, le salaire décidé de façon arbitraire et unilatérale par l'employeur, et le paiement se fait généralement en espèces. C'est le cas typique du travail dissimulé. Le travailleur qui est lésé dans le cadre de son travail, c'est souvent après une rupture abusive, avec ou sans contrat. Le fait de ne pas avoir de contrat est requalifié en contrat à durée à temps plein et à durée indéterminée. Donc, qui traite les conflits. Son statut de travailleur sans papier ne lui donne pas accès à l'aide juridictionnelle prévue pour les personnes qui ont un faible revenu. Il peut néanmoins faire une demande au titre de l'article 700 du Code civil pour participer aux frais irrémédiables de son jugement, donc pour payer l'avocat. À savoir, la saisine au prud'homme n'est pas suspensive. Si le salarié en situation irrégulière est frappé d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français, la saisine ne lui permet pas, dans la loi, de prolonger son séjour en France le temps du jugement. Toutefois, l'affaire pourra être défendue par son défenseur et en cas de jugement favorable, les sommes allouées lui seront versées à l'étranger par l'OFII ou par le défenseur syndical. Néanmoins, on peut dire qu'une personne bien accompagnée peut faire valoir le fait qu'une saisine a été déposée au tribunal et même si la préfecture n'évoquera pas cette raison officiellement, on peut penser que cela peut amener à une décision de différer le départ de la personne en situation d'OQTF. On en a eu l'expérience au niveau du syndicat. Le Conseil des prud'hommes a beau être un lieu bienveillant pour les travailleurs sans papier, peu d'affaires finissent en jugement. C'est dû à l'ignorance des personnes, culture du droit du travail différente, méconnaissance des syndicats, crainte de la PAF, crainte de l'employeur et des collègues qui ne sont pas toujours bienveillants à leur endroit, précarité qui le fera préférer continuer de travailler comme un esclave, mais avec un revenu, si petit soit-il, plutôt que de se faire griller dans le secteur. À noter, la personne en situation irrégulière n'est pas obligée d'être présente lors de la conciliation et du jugement au prud'homme. C'est la loi Macron qui a permis ça. Outre les affaires collectives au tribunal, pour des raisons que je viens d'indiquer. Les gens ne veulent pas aller au tribunal, ils ont peur de se faire avoir. Les syndicats, du moins ceux que je connais personnellement, ont pour habitude, lors de leur commission juridique, qui se trouve face à un cas flagrant d'abus d'un employeur sur une personne sans papier, on propose en général auprès des employeurs des transactions en lui expliquant que les sanctions au pénal ou au prud'homme, on lui rappelle ce qu'il risque. On lui présente les preuves que l'on a que le travailleur a bien travaillé chez lui avec des photos du chantier, par exemple du restaurant, des attestations des clients, des voisins, des architectes, et on lui rappelle donc les sanctions qu'il risque. On lui présente le dossier qu'on a préparé pour une saisine au tribunal, en lui rappelant que la présence de la personne sans papier n'est pas obligatoire au tribunal, si jamais il voulait en faire du chantage pour appeler la PAF. Et on fait le calcul de ce qu'il doit. Donc, on calcule le préjudice, les heures passées, le calcul des heures autoconventionnelles, des heures supplémentaires et le montant du licenciement. Et on le laisse choisir. En général, ça marche. Il paye parce qu'il ne veut pas qu'on ébruite l'affaire. Alors, pour moi, les solutions par rapport à tout ça, c'est pour éviter le travail dissimulé, c'est la régularisation. C'est la seule solution pour que tout ça, pour que le travail illégal cesse en France. Faire cesser les contrats en sous-traitance dans les entreprises, parce que la sous-traitance est le meilleur filon pour le travail dissimulé et donc l'embauche de personnes sans papier. L'accueil doit être accompagné d'une formation, l'accueil des étrangers doit être accompagné d'une formation sur le fonctionnement des institutions, le code du travail, la sécurité sociale et le rapport qu'il y a entre les deux, plutôt que de leur apprendre le nom du président actuel, la couleur du drapeau français et la Marseillaise.
une bonne formation sur les droits et les devoirs des salariés, mais aussi des employeurs qui parfois ont été des personnes sans papier en d'autres temps et deviennent des employeurs plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Donc maintenant, Karine, je crois, de Modus Operandi Grenoble. Oui, bonjour. Donc, Karine Gatelier, Modus Operandi Grenoble et le RUSF 38, c'est le réseau Université sans frontières. Donc, dans la tribune que nous avons publiée pendant le confinement, nous avons demandé des droits au séjour pérenne. Et cette pérennité nous paraît indispensable pour sortir de la situation administrative dans laquelle se trouvent les personnes qu'on appelle sans-papiers, mais aussi celles qui ont des titres de séjour courts, des récépissés ou des attestations de procédure en cours, comme par exemple des demandes de titres de séjour ou des demandes d'asile. Donc ces personnes sans papier n'ont en réalité aucun droit, si ce n'est un accès minimal à la santé via l'AME, l'aide médicale d'État, dont l'accès d'ailleurs vient d'être limité en le retardant dans le temps par le biais d'un rallongement d'un délai de carence. Dans les autres situations, les droits sont extrêmement réduits. Dans tous les cas, les moyens ne sont pas donnés à ces personnes pour être autonomes, pour rechercher elles-mêmes les moyens de leur subsistance. Tout simplement pas le droit au travail. Alors on peut se demander comment on vit quand on n'a pas le droit de travailler et d'aller chercher soi-même son revenu, comment on se nourrit, comment on se loge, comment on se déplace, comment on s'équipe pour le minimum vital. Si ce n'est en s'adressant à des associations caritatives et en dépendant de dons et du travail bénévole des personnes qui se trouvent dans ces associations. Et ici, il nous paraît important de préciser que la condition sociale des personnes qui viennent s'installer en France est bien meilleure avant leur arrivée et que leur existence en France leur fait vivre un déclassement vertigineux. Ils vivent ainsi une multitude d'humiliations. L'autre solution, on vient d'en parler, c'est d'accepter l'illégalité en travaillant de manière non déclarée. Et ici aussi, il faut préciser que ce saut dans l'illégalité est traumatisant pour des personnes qui ne l'ont jamais vécu. Dans le travail que nous menons avec ces personnes, on observe et on entend de la colère vis-à-vis de cette situation et surtout de l'incompréhension. Et je vais ici citer une des personnes qui un jour nous a dit « Mais en réalité, ça se retourne contre l'État. Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas nous laisser travailler pour que nous puissions payer des charges et des impôts. L'État, il gagnerait pourtant. » Donc c'est bien cette autonomie empêchée que nous voulons ici dénoncer. Et on peut voir au-delà également un enjeu économique. Les situations d'irrégularité ont un coût supérieur pour la société en termes de santé, par exemple. Un suivi régulier des personnes pourrait faire de la prévention. Or, on a vu que leur accès à la santé est très entravé, très compliqué. Et d'autre part, un travail non déclaré empêche les cotisations versées à l'État. Donc, au fond, notre campagne régularisation, en demandant des droits au séjour pérenne, demande de sortir d'une situation qu'on voit aussi comme un déni du réel. La présence de ces personnes qui vivent à nos côtés est une réalité. Donc, en demandant la régularisation, on demande de régulariser des situations qui existent déjà. Et c'est simplement un enjeu d'égalité. Soumettre des personnes à dépendre des associations caritatives et dépendre de l'humanitaire est une manière de les rabaisser, de les inférioriser. Et c'est un processus de domination que pratique là notre société. Donc c'est pour le dénoncer que nous prenons la parole aujourd'hui et pour demander l'égalité des droits pour tous et pour toutes. Et puisque de toutes parts, aujourd'hui, on appelle à réfléchir au monde d'après, la question de l'égalité des droits de toutes les personnes qui vivent et qui font notre société nous semble au cœur de cette réflexion et au cœur des transformations qui restent à mener. Merci. Merci beaucoup, Karine. Donc maintenant, la parole à Sokona pour la marche des solidarités. Sokona. Oui, bien Sokona. Ouais. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, je voulais juste, avant de laisser la parole à Sokona, présenter un peu la marche des solidarités, qui est un mouvement qui réunit des collectifs de sans-papiers, des collectifs de familles victimes des violences policières et des collectifs des résidents de foyer, plus des associations diverses et variées, dans le but de faire converger les différents combats et d'agir unis contre le racisme d'État.
les violences policières, les contrôles aux faciès pour l'égalité des droits, la régularisation des sans-papiers et la fermeture des centres de rétention. Donc, je laisse Sokona dire pourquoi la marche des solidarités a décidé de manifester malgré l'interdiction le 30 mai et surtout pourquoi il faut rester mobilisé et participer aux manifestations du 20 juin. Sokona. Je suis Sokona, je fais partie du collectif des sans-papiers de Paris 20e. Nous sommes organisés parce que nous pensons que seule la lutte peut nous sortir de l'invisibilité. Si notre vie a été toujours dure en France pendant le confinement, nous avons été complètement abandonnés dans le foyer. Personne ne s'occupait de nous. Les centres de rétention ont continué de fonctionner pour ceux qui travaillent dans le nettoyage ou les autres secteurs essentiels. Nous avons continué à être exploités pour ceux qui travaillent au noir. Nous n'avons pas eu droit au chômage partiel. L'État nous a dit clairement que notre vie ne compte pas au moment où il disait qu'il fallait sauver des vies. Encore une fois, nous avons été méprisés et humiliés par l'État. Nous avons manifesté le 30 mai pour dire que nous existons, que notre vie compte. Il faut régulariser tous les sans-papiers. Nous étions plus de 10 000 à Paris, mais le pouvoir ne veut pas entendre. Alors il faut crier encore plus fort et être plus nombreux encore le 20 juin dans tous les rues de France pour demander la régularisation de tous les sans-papiers, la fermeture d'Accra et le logement pour tous. Nous serons dans la rue contre le racisme que nous subissons tous les jours. Nous voulons l'égalité et la liberté. Venez manifester avec nous le 20 juin. Merci. Merci beaucoup, Sokona. Donc, maintenant, pour les États généraux des migrations, Violaine. Merci, Sébastien. Bonjour à tous et tous. Donc, Armand. Pardon? Là, c'est Armand, mais ce n'est pas grave. Oh, merci, Armand. Pardon. Désolée. Je suis Violaine Carrère et donc je vais parler au nom des États généraux des migrations, les EGM, qui est un mouvement qui est né en 2017 et qui rassemble 76 assemblées locales et une vingtaine d'organisations nationales. Les assemblées locales, elles sont à l'échelle soit d'une grande ville, soit d'un département, selon les cas. Est présente aussi à cette conférence de presse Marie-Christine Vergia, qui représente la Ligue des droits de l'homme. Moi, je représente le GISTI, donc des organisations nationales membres des EGM. Je voulais commencer par une petite anecdote que je trouve significative. C'était à la manifestation du 30 mai pour la régularisation des sans-papiers. À Paris, divers lieux de rendez-vous avaient été donnés aux personnes. J'étais place de la Madeleine et il y avait là un groupe de 200 personnes sans papier à peu près qui attendaient donc de rejoindre les autres. Et une dame sort du métro et me demande qu'est-ce qui se passe. Alors je lui dis c'est une manifestation pour la régularisation des sans-papiers. Elle jette un œil vers le groupe et elle dit oh là là, ils sont si nombreux les sans-papiers. Elle voyait 200 personnes et elle trouvait qu'ils étaient nombreux. Voilà, cette anecdote, je trouve, illustre bien l'invisibilité dans laquelle se trouvent donc ces dizaines de milliers de personnes. Par définition, on n'a pas d'estimation chiffrée très certaine. On parle de 250 000 personnes, 300 000, 500 000 personnes, peut-être davantage, qui vivent ici parmi nous tous et toutes. Et c'est vrai qu'on pourrait utiliser une expression d'aujourd'hui, c'est comme si on ne les calculait pas. On ne les calcule pas, c'est-à-dire on ne se rend pas compte de leur présence, on ne les connaît pas. La France a été obnubilée ces derniers temps par la problématique des migrants, les personnes qui arrivent. On nous a parlé de la crise des migrants, on nous a parlé de ces seuils insupportables d'arrivée de personnes qu'on ne pouvait pas accueillir. Et c'est vrai que c'est un problème, les conditions d'accueil qu'on fait aujourd'hui aux nouveaux exilés, mais ça ne justifie pas qu'on oublie complètement des personnes qui vivent ici depuis 5, 10, 15 ans ou plus pour certaines.
et on ne se rend pas compte de ce que ça signifie concrètement de vivre en situation irrégulière. Ça a été dit, on n'imagine pas la peur, l'insécurité, la privation de droits et surtout le sentiment d'être illégitime, qui est vraiment au cœur de cette situation. Alors, les dernières réformes du droit des étrangers auraient pu faire avancer les choses sur ce sujet. Elles ne l'ont pas fait, bien loin de là. Au contraire, elles ont aggravé tous les cas de figure qui fabriquent en fait des sans-papiers, qui continuent jour après jour de fabriquer des sans-papiers. Il y a les déboutés de l'asile, il y a les jeunes dont on conteste la minorité, qui n'auront pas été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il y a les étrangers malades dont on estime que finalement ils pourraient se faire soigner ailleurs. Etc., etc. Donc, les réglementations n'ont rien fait dans les dernières réformes pour modifier la donne. Il y a bel et bien dans les textes des critères de régularisation. Il y a le fait de travailler en France, il y a l'ancienneté de présence sur le territoire, il y a le fait d'avoir des attaches familiales, mais ce sont des procédures qui sont entièrement laissées à la discrétion des préfets. Et les préfets, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, depuis des mois au moins, ils refusent de recevoir les dossiers, ils refusent de les instruire, ils mettent des mois à les instruire, ils maintiennent donc les personnes sous récépissé pendant des mois, 6, 9, 12, 18 mois parfois, et à la fin, ils rejettent des demandes pour toutes sortes de motifs très contestables. Et tout ça, ça aboutit à laisser donc des dizaines de milliers de personnes dans cette situation absurde, scandaleuse, puisqu'ils sont à la merci des exploiteurs de toutes sortes. Ils ont des droits réduits à ce minimum indigne, qui est juste l'aide médicale d'État, dont on a déjà parlé, qui est la seule prestation sociale à laquelle ont droit les personnes sans papier. Et il se trouve que cette situation a été rendue particulièrement visible, criante, pendant l'épisode Covid, et c'est ce qui a donné lieu à la multiplication de tous ces textes, appels, lettres ouvertes, tribunes, etc. Donc, dans lequel ce mouvement a décidé d'essayer de créer une convergence, puisque manifestement, c'est une voix qui se lève de partout en France. Et toutes ces voix, qu'est-ce qu'elles disent? Eh bien, elles disent stop, stop, il faut maintenant régulariser tous et toutes, et de manière inconditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire de manière inconditionnelle? Ça veut dire sans examen de justificatifs correspondant à des critères qui sont finalement absurdes, puisque ces personnes sont là, elles vivent là, et elles vont rester là. Donc, il est temps de le reconnaître, il est temps de les reconnaître, et il est temps de faire cesser l'inégalité qui les frappe, qui n'a aucune raison et surtout aucun bienfait, ni pour elles bien sûr, ni pour personne parmi nous. Merci Armand. Merci beaucoup Violaine. Et donc, dernier intervenant, Myriam pour Envita. Oui, merci Armand. Donc, moi, je m'exprime au nom de Envita, qui est une association, l'association nationale Villes et Territoires Accueillants, qui est présidée par Damien Carême. Notre association regroupe des élus et des collectivités engagées pour l'accueil inconditionnel. Alors, toutes ces situations qui viennent de nous être décrites, les collectivités locales y sont confrontées directement et avec la boule au ventre, en tout cas pour celles qui sont engagées au sein d'Envita. Ces collectivités tentent, avec les moyens du bord, d'y faire face et d'accueillir de manière inconditionnelle les personnes en situation de vulnérabilité, qu'elles aient des papiers ou non d'ailleurs. Et souvent, elles le font bien, bien au-delà de leurs compétences, puisqu'on l'a vu, l'État est beaucoup dans cette remise en question là-dedans, puisque par exemple, la mise à l'abri incombe à l'État. Ça ne peut pas être satisfaisant, et on le sait, puisque c'est justement l'État qui a les cartes en main. Et parmi ces cartes, eh bien, il y a celle de la régularisation inconditionnelle et pérenne. C'est une décision qui marie à la fois humanisme et pragmatisme. C'est une décision raisonnable et fondée. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, mais ce sont des spécialistes des migrations, comme par exemple François Gémen, des économistes comme Thomas Piketty, qui est signataire de l'une des tribunes. Et puis, je ne parle même pas de l'Institut Convergence Migration, qui regorge de compétences et de données capables de prouver, de démontrer par A plus B que cette décision est bien fondée.
Pendant la crise, l'État a beaucoup écouté, la crise sanitaire, pardon, l'État a beaucoup écouté les virologues. Et là, franchement, on se demande pourquoi il y a une espèce de surdité sélective vis-à-vis des voix compétentes sur cette question. Et en plus, cette question qui touche à l'ADN de notre République. Parce que c'est bien notre République qui est concernée. Parce que c'est bien la question de l'égalité des droits qui est posée. D'où d'ailleurs notre refus, comme l'ensemble des tribunes qui font partie de ce que nous avons fait, les tribunes, le refus qu'on a eu de conditionner la régularisation à un contrat de travail, parce que ça reviendrait d'une certaine manière à reconnaître une forme de marchandisation de l'être humain et même une forme de rentabilisation des sans-papiers. C'est un peu pas de bras, pas de chocolat, quoi. La régularisation, elle nous concerne tous. Et là, on vient bien de le dire à plusieurs reprises. Le nombre d'ailleurs et la grande diversité des acteurs qui sont mobilisés pour cette demande de régularisation pérenne et inconditionnelle en témoignent. Finalement, société civile dont font partie les sans-papiers, élus et collectivités, nous sommes tous coéquipiers d'un même navire qui doit avancer. Il n'y a pas de passagers clandestins, il y a des personnes qu'on réduit à l'état de fantômes de la République. Et d'ailleurs, les 350 personnes, dont 110 enfants, que la préfète de Gironde s'apprête à mettre à la rue sans aucune solution de logement, et on y reviendra peut-être après, en font partie. Humainement d'abord, mais aussi socialement, politiquement, économiquement, ça, c'est plus possible. Comme on l'a tous dit aujourd'hui, et nous, en tant qu'élus de la République, on est là pour servir l'intérêt général, on le redit, cette mesure est d'intérêt public. Donc, on va le redire encore, mis à part les passeurs, mis à part ceux qui profitent de la précarité administrative, comme ça a été démontré beaucoup par rapport à la question du travail, en fait, on a tous et toutes à y gagner. Donc, on espère que l'État va se rendre raisonnable et entendre ce qui est de l'ordre de l'intérêt général. Merci. Merci. Il faut préciser pour le 20 juin, parce qu'il a été question du 20 juin à Paris, mais le 20 juin, c'est la journée internationale des réfugiés, donc c'est une très grosse mobilisation et qu'il y aura des manifestations un petit peu partout en France, mais aussi ailleurs. Donc, c'est la protection, mais c'est aussi la demande de régularisation inconditionnelle et pérenne. Merci. Merci Myriam, merci à tous. Et donc, avant de donner la parole à Madame Julia Pasquale, qu'on remercie d'être présente, juste un petit mot de transition et de conclusion de cette première partie. Pour nous, ce combat se mène depuis de longues années à contre-courant des idées reçues, car il n'y a pas d'appel d'air, il n'y a pas d'invasion. Pour nous, il ne s'agit pas d'une crise migratoire, mais une crise de l'accueil des migrants. Pour nous, c'est une toute autre politique publique sur cette question migratoire qu'il faut revoir de fond en comble, avec comme fil conducteur l'égalité des droits en France et en Europe. Pour nous, une mesure de régularisation collective et pérenne de tous les sans-papiers de ce pays serait une grande avancée dans ce sens. Et notre campagne se poursuit dans les villes, sur les réseaux sociaux. Et le prochain rendez-vous, il y en aura d'autres que nous donnons, c'est la grande journée d'action et de mobilisation du samedi 20 juin à l'appel de la marche des solidarités. Voilà, c'était d'une parole au nom de tous nos appels que vous avez entendus. Et maintenant, place aux questions. Et merci encore à la représentante du monde d'être présente. Du coup, je vais vous poser quelques questions. Je vous en prie. Non, mais simplement, peut-être revenir sur l'opportunité de lancer ce mouvement aujourd'hui. En fait, vous l'avez un petit peu évoqué, plusieurs d'entre vous, mais qu'est-ce qui fait, à votre avis, que c'est un sujet qui est plus audible aujourd'hui qu'il ne l'était hier et puis, deuxième question, est-ce que vous avez des échos dans les administrations, au niveau du ministère du Travail, du ministère de l'Intérieur, selon lesquels il y aurait un contexte plus favorable? Et puis une dernière question,
sur la journée du 20, est-ce que, hormis les organisations présentes dans cette conférence, est-ce qu'il y a d'autres organisations susceptibles de rejoindre la marche, la manifestation du 20 juin? Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, qui veut apporter les premières réponses? Qui veut se lancer? Je veux bien commencer. Je trouve que c'est en effet une question tout à fait pertinente de se demander pourquoi on a trouvé opportun de lancer cette campagne maintenant plutôt qu'un peu avant ou un peu après. La première chose, en tout cas, c'est vraiment tout à fait remarquable le nombre, Le Monde en a fait état et d'autres médias, le nombre d'appels, tribunes qui ont surgi tout d'un coup et sans qu'il y ait de concertation préalable. La concertation, la convergence, elle est venue après. Donc, c'est vrai que c'est un sentiment qui a été spontané et partagé, c'est le moment. Et c'est le moment sans doute parce que quand même, cet épisode du Covid, il a fait apparaître ces travailleurs de l'ombre. Alors, il ne s'agit pas du tout que des sans-papiers, il s'agit de personnes dont on ne parlait jamais, les caissières de supermarchés, les livreurs de nourriture à domicile, les petits personnels des hôpitaux, etc., etc. Donc, tout d'un coup, on s'est rendu compte que cette société ne fonctionnait pas sans tout un tas de personnes dont on ne parle jamais d'habitude. Et par-dessus le marché, évidemment, dans cette période de Covid, il y a des personnes qui se sont trouvées encore plus que d'habitude investies dans ces métiers. Parmi les livreurs, il y a en ce moment, on parle de Frischti, il y a un mouvement des livreurs Frischti, par exemple. Il y a un très, très grand nombre de personnes sans papier qui exercent ces professions. Et du coup, tout d'un coup, cette espèce de sortie de l'ombre a fait prendre conscience et se dire que c'était un moment pour souligner la part que prennent, au moins dans l'économie, si ce n'est autre chose, ces travailleurs. Et puis, il y a eu quand même les décisions qui ont été prises au Portugal et en Italie, qu'on trouve intéressantes parce qu'elles sont nouvelles, mais en même temps critiquables en ce qu'elles restent très en deçà de ce que nous, on prône. C'est-à-dire qu'il ne s'agit au Portugal et en Italie que de régularisation ponctuelle pendant la période qu'on traverse actuellement et de la régularisation sur la base du travail et du besoin que l'économie a de ses bras. Et donc, il y a en ce moment au Portugal, en Italie et en Espagne et ailleurs des mouvements qui protestent contre cette manière de voir les choses et qui revendiquent la régularisation, non seulement sur la base du travail, mais sur d'autres bases aussi. Et c'est cette revendication que nous reprenons. Merci Violaine. Alors, sont inscrits donc Karine et ensuite Marie-Christine Vergia. À toi, Karine. Oui, merci Armand. Pour compléter un tout petit peu, la manière par laquelle cette épidémie a été gérée en exigeant ce confinement et en demandant à tout le monde de rester chez soi, a également amené un éclairage sur l'existence au quotidien de ces personnes également. Et c'est ce qui fait que ce qui était également invisible jusque-là a été plus visible. Donc, par exemple, les personnes tout simplement qui n'avaient pas d'hébergement et qui étaient à la rue ne pouvaient pas respecter cette injonction de se confiner chez elles. Donc, se sont posées quantité de questions et de problèmes pour les mettre à l'abri. Et il y a eu d'autres problèmes puisque ce confinement et cet arrêt un peu de l'activité a exigé des associations qu'elles ferment. Or, quantité de ces personnes ont une domiciliation postale dans les associations, donc ne pouvaient plus accéder à leur courrier. Il y avait des continuités de démarches administratives qui ne pouvaient plus être faites. Je ne parle pas des démarches et des procédures qui ont été gelées pendant le confinement, mais il y avait par exemple des dossiers de demande d'AME particulièrement à instruire et qui ont dû être stoppés. Donc, en fait, tous les dysfonctionnements qu'ont amené le confinement ont mis en lumière ces situations qui étaient déjà extrêmes. Donc moi, je dirais que le confinement n'a pas créé de nouvelles situations, mais a exacerbé et a rendu visibles des situations qui étaient déjà excessivement difficiles et il a fallu trouver des nouvelles solutions. Ok, merci. Marie-Christine Vergia. Oui, donc Marie-Christine Vergia, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Comme je n'ai pas parlé, je ne vais pas faire la muette tout du long, je vais profiter de la deuxième question puisque Violaine et Karine n'y ont pas répondu. Je crois que ce qu'il faut d'abord voir dans cette mobilisation, c'est qu'au-delà des collectifs stricto sensu, il y a derrière ces collectifs beaucoup d'organisations, tant au niveau national qu'au niveau local.
la Ligue des droits de l'homme est signataire, soit nationalement, soit par ses responsables, soit par ses sections locales, dans quasiment tous les appels. Et je crois que c'est ça qui est important. Le fait que la CIMAD nous rejoigne aussi, ça montre qui avait lancé son propre appel, c'est aussi quelque chose qui montre que ces convergences sont nécessaires. Moi, j'ai l'habitude d'appeler le petit groupe que nous formons la convergence des appels à régularisation. Et je crois que c'est un moment important. Tous ceux qui sont là plaident sur la question de la régularisation depuis des années. Et c'est vrai que la crise, cette crise, guillemets à crise, parce qu'on parle de crise à tout bout de champ. Donc, la situation sanitaire a révélé un certain nombre de situations et a mis ce sujet sur le devant de la scène. Donc on appelle tous à ce que d'autres organisations, et il y en aura, appellent à la journée du 20 juin, et je crois que beaucoup s'y reconnaissent, et nous aurons nos outils pour être visibles tous ensemble sur cette question-là. Merci Marie-Christine. Myriam? Oui, pour compléter sur la question de l'opportunité, c'est, comme l'a évoqué Violaine, avec toutes les réserves sur ce qui a été fait à l'étranger, notamment au Portugal, mine de rien, ça a été un pied dans la porte. Et le fait que ça a interpellé quand même pas mal de politiques en France. Et on voit actuellement une évolution des positions au niveau des parlementaires, par exemple. Même si ce n'est pas satisfaisant, la fameuse lettre qui est sortie, et moi, elle ne me satisfaisait pas, et on est plusieurs à ne pas être satisfaits parce qu'elle ne demandait pas la régularisation inconditionnelle et pérenne, mais momentanée, mais c'est aussi la preuve, c'est un signe, c'est un symptôme qu'il y a une évolution dans les réflexions. Donc ça, c'est important. Juste pour préciser, on a invité aussi des parlementaires, et Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère, qui travaille beaucoup sur cette question-là, va relayer cette demande de régularisation inconditionnelle et pérenne au sein du Sénat. Alors, il ne sait pas comment il va faire parce qu'il y a des techniques et il faut arriver à poser la question avant la fin du mois de juin. Mais de toute façon, c'est prévu. En tout cas, moi, je pense vraiment que ce pied dans la porte qui a été mis, on a intérêt à vraiment l'utiliser à bon escient parce que c'est vraiment, encore une fois, dans l'intérêt général. Merci Myriam. Il y a la camarade de la Marche des Solidarités qui va intervenir. Je ne connais pas ton prénom, donc je ne peux pas t'appeler par ton prénom. Donc la Marche des Solidarités. À toi. Fernanda. Merci. Oui, je voulais répondre par rapport à est-ce que le cadre des signataires est plus vaste de ceux qui sont là et participent par rapport aux 20 qui participent à cette conférence. Effectivement, pour le 30 mai, on avait comptabilisé 210 organisations collectives sur tout le territoire. Je parle comme les ministres. Là. Donc, j'ai des collectifs, des associations, mais aussi des partis politiques, des syndicats comme Solidaire et des... ça va des sanctions, rébellion à la CIMAD aujourd'hui. Donc là, on est en train de récolter les signatures qui sont mises à jour sur le blog de la marche sur Mediapart. Et donc là, je ne peux pas te donner de chiffres précis, mais il y a beaucoup de monde qui, plus que ceux qui ont participé, qui ont signé pour le 30 mai, qui souhaitent faire quelque chose le 20 juin. Bien évidemment aussi dans le cadre de la journée des réfugiés, comme Myriam l'a rappelé. Merci Fernanda. Il y a Seb qui veut dire un mot là. Non, c'est sur la question de l'attitude du gouvernement, des échos qu'on pourrait avoir de ce côté-là. Je crois que personne n'y a répondu parce que j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. En fait, on a eu une réponse de Christophe Castaner sur France Inter au mois d'avril qui disait que la France avait régularisé comme au Portugal, ce qui est un gros mensonge évidemment. Donc pour l'instant on a plutôt une attitude de déni face au problème et un refus de répondre. Il y a eu aussi un amendement à l'Assemblée nationale pour demander la régularisation. Les services du ministère de l'Intérieur ont répondu que c'était pas sérieux de régulariser 300 000 personnes par amendement.
Nous, ça nous paraît tout à fait sérieux. Alors, peut-être pas par un amendement, mais c'est tout à fait sérieux la question qu'on pose et on aimerait bien avoir un débat sérieux sur ces questions. Pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. On n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup du côté du gouvernement. Ok. Je ne sais pas, peut-être une question. Violaine veut parler. Oui, vas-y, Violaine. Oui, merci. Oui, je voulais compléter ce qui vient d'être dit par Seb en disant que ce qui est assez frappant, me semble-t-il, c'est que alors qu'il y a eu justement toutes ces tribunes, appels, lettres ouvertes, etc., en général, ces manifestations donnent lieu à des répliques cinglantes de la droite, de l'extrême droite, en disant que c'est absurde, que c'est ridicule, que ce serait une politique laxiste, etc. Il y a de l'ironie qui est faite sur ce genre de revendications. Et là, ce qui est frappant, il me semble, c'est le silence, justement. On n'a pas entendu de propos haineux, de haussement d'épaule, etc. Comme si ça avait paru indécent à tout le monde pendant la période de Covid, en tout cas, de dire que ça n'avait pas de sens. À part la déclaration de Castaner, mais Castaner, il a dit que ce serait absurde de régulariser tout le monde, mais en même temps, il a dit, mais on a fait comme le Portugal, c'est-à-dire il a tenu à s'inscrire quand même dans une démarche positive par rapport à ça. Il n'a pas critiqué vertement comme il aurait pu le faire en d'autres temps. Donc, peut-être que c'est à remarquer qu'il y a une possibilité d'ouverture en ce moment qui s'ajoute à la lettre des parlementaires, etc. Il me semble que ça, c'est une première chose importante à noter. Quant aux pratiques des préfectures, pour l'instant, on n'a absolument aucun sentiment que des choses ont bougé et on a même plein d'inquiétudes sur la façon dont les choses vont se passer dans la sortie, dans le déconfinement, puisque les préfectures, elles avaient un retard considérable dans l'instruction des dossiers depuis déjà des mois et des mois. Comment est-ce qu'elles vont faire pour à la fois épuiser le stock de dossiers en instruction, prendre en charge les dossiers de personnes dont les titres de séjour ont été prorogés, puisqu'il y a eu cette décision de prorogation pendant la période Covid des titres de séjour, à quels dossiers vont-elles donner priorité dans les anciens dossiers, les nouveaux dossiers, les dossiers des titres de séjour prorogés. Tout ça pose beaucoup de questions. Et pour l'instant, ce qu'on trouve sur les sites des préfectures, les foires aux questions, etc., qu'on trouve sur leur site, ne sont pas très engageantes de ce point de vue-là. Merci, Violaine. Moi, je voulais peut-être demander à Julia, Madame Julia Dumonte, si on a répondu à ces questions ou est-ce qu'elle en a d'autres? Non, merci beaucoup. Oui, vous avez tout à fait répondu à mes questions. Merci pour ça. Et non, aussi, peut-être un détail, mais sur l'amendement qui a été évoqué, si vous avez facilement le lien vers cet amendement, ça m'intéresse de le regarder. Oui, moi, je vais rechercher, mais c'est un amendement de M. Nicolas Guéroub, qui est un ancien d'En Marche, il me semble. C'est pas Lambert? Non? L'amendement qui a été commenté par Castaner, c'est ça? Oui. J'ai mis sur le fil d'actu, on a créé au Gistier un fil d'actu sur la régularisation des sans-papiers. Vous pouvez aller le consulter, Julia Pasquale, et vous y verrez la réponse qui a été faite par Castaner avec les références de cet amendement. Ah bah super, merci beaucoup, merci à vous. Juste pour préciser, par rapport à la campagne, on a parlé beaucoup de la manifestation, mais notre coordination, elle n'est pas faite pour organiser des manifestations, mais bien pour mettre en lumière toutes les initiatives qui seraient prises et qui ne sont pas simplement des manifestations dans la rue, parce que vu le contexte sanitaire, il y a des freins à ça. Donc, il y a toute une campagne aussi sur les réseaux sociaux qui est lancée avec un hashtag régularisation. Et notre objectif, il est justement que tout le monde puisse s'inscrire dans cette campagne avec les moyens du bord. Donc voilà, on espère pouvoir mettre en lumière tout ce qui va se faire un peu partout. Il est midi. D'autres questions, d'autres interventions ou on en reste là? Marie-Christine? En complément par rapport à la question initiale de Julia Pasquale, il y a l'officiel et l'officieux. On sait qu'il y a des discussions, que la République en marche n'est pas homogène sur ce sujet. Il suffit de lire le nom des parlementaires qui ont signé la tribune
des 104, même si elle est insuffisante, on est tous d'accord. C'est vraiment le minimum, si on peut dire, la tribune des 104. Mais l'intérêt d'être mobilisé, de faire converger les appels, c'est effectivement de pousser, je vais dire dans le sens où ça fait mal, ou peut-être nous, ça nous fait du bien et ça fera du bien à ceux qui sont privés de titres de séjour, parce que, comme vous l'avez souligné, cette mobilisation autour de la régularisation n'était plus visible depuis très longtemps. Donc là, on a une opportunité et il faut peser sur l'opinion publique et sur le gouvernement pour obtenir enfin ce droit, cette égalité des droits, avec les situations très compliquées que ça recouvre. Et je rejoins ce que vient de dire Violaine sur la question de la situation en préfecture, où rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Les bureaux des préfectures sont toujours aussi inaccessibles. On commence à avoir des situations par rapport aux Dublinés qui sont théoriquement en droit de demander l'asile, et les préfectures les convoquent pour leur dire procédure accélérée, et on sait très bien ce que veut dire procédure accélérée. Procédure accélérée, ça veut dire pas d'examen, ça veut dire OQTF, alors que leur situation devrait être examinée normalement, cas par cas, comme le précise la régularisation. Et des exemples comme ça, on en a des dizaines. On mène à quelques-uns une campagne sur la question de la dématérialisation aussi, parce que c'est un élément important. La question de la dématérialisation, on s'appuie sur une décision du Conseil d'État qui dit que les préfectures doivent permettre autre chose que l'accès par Internet. Et on est obligé de batailler préfecture par préfecture pour faire bouger les lignes, alors qu'il y a une décision du Conseil d'État. Et tout est comme ça, quoi. Le nombre de batailles juridiques qu'on a menées ces dernières semaines sur la question du droit des étrangers est hallucinant, pour faire respecter y compris la législation telle qu'elle existe. Donc il y a... Voilà. Bon, merci Marie-Christine. Oui, peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions intervenantes, peut-être dire aussi qu'un élément de contexte très, très important sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté suffisamment, mais au niveau de tous les appels, on est tous d'accord, c'est la dimension européenne de cette bataille pour la régularisation. Puisque, pour répondre, il y a un élément de contexte qui est fondamental, en plus de l'effet du confinement, c'est qu'à révéler ce que Violaine appelait l'invisibilité, là, ils ont été un peu plus visibles. Et à l'échelle européenne, on a vu des gouvernements comme en Italie, par exemple, le Portugal, bien sûr, mais qui, quelque part, reconnaissaient qu'il y avait une question politique majeure qui se posait dans la société par rapport à ce problème des migrants et de leur régularisation. Donc, c'est quand même un contexte, quel que soit ce qu'on peut penser sur la politique européenne, c'est un contexte qui fait qu'on ne pourra pas de nouveau mettre sous le tapis cette question. Et c'est pour ça que cette convergence de nos appels, elle est quand même significative d'une volonté qui s'exprime aussi dans la rue, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'oppose pas les manifestations à d'autres formes, mais quand même, constater que c'est quand même pas tout le temps, qu'il y a une mobilisation massive des sans-papiers comme elle a eu lieu le 30 mai, comme elle s'est exprimée autour de la mobilisation autour du comité d'Adama le 2 juin, et comme elle va s'exprimer encore aujourd'hui le 13 et le 20 juin. Donc là, il y a quand même quelque chose qui effectivement pose la question du statut des migrants, et la campagne de la régularisation, on espère bien qu'on pourra la faire percer comme dans l'opinion publique et qui obligeait une réponse politique. Enfin, c'est un peu, il me semble, le sens de la démarche de nos 6 appels qui veulent s'élargir et qui continuent. Je crois que le message, c'est celui-là, c'est qu'on continue, parce qu'on pense que là, il y a un créneau sur lequel il faut peser, quoi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres intervenants? On ne dit pas un mot du logo? Il faudrait le mettre à l'écran. Il faut le mettre à l'écran, alors. Bah oui. On ne l'avait pas tout à fait prévu à l'ordre du jour, mais on peut le mettre. Alors, il suffit d'aller sur la page Facebook oui. qui a été ouverte à cet effet, et on retrouve des logos qui devraient nous permettre de mener ensemble cette campagne sous le même logo. Le même logo.
Oui, d'ailleurs, on peut voir qu'en ce moment, donc, ça marche plutôt bien. Là, sur Facebook, la conférence, elle est retransmise. Donc, le Facebook, quand on tape régularisation, effectivement, on a pu suivre. Et puis, il y a aussi, alors ça, je n'ai pas vu, mais je crois que Léa, tu peux nous dire, tu as mis aussi un Twitter, je crois? Oui, il y a eu tout qui a été retransmis sur Twitter et sur Facebook. On était deux sur le sujet. Donc, ça a bien été couvert et en effet, sur Facebook, on est à peu près 220 personnes. Voilà. Donc, effectivement, Marie-Christine a raison de le souligner et Myriam l'avait dit aussi, on continue la campagne aussi sur les réseaux sociaux plus que jamais. Voilà, avec des vidéos d'élus, de plein de gens très, très différents qui vont pouvoir se manifester pour le dire. Voilà le logo. Le logo. Mais là aussi, le logo. Ouais. Bon. Je ne sais pas, d'autres questions Si l'animateur peut partager mon écran, j'ai mis la page Facebook en ligne. Mais je ne sais pas qui peut faire ça. Parce que là, j'ai un partage d'écran qui C'est Léa, ça, la page Facebook. C'est Léa qui peut le faire. L'animateur a désactivé la partage d'écran. Donc, si l'animateur active, on a la page Facebook. Mon écran, c'est la page Facebook. Je suis pas à ce point-là experte sur Zoom. Mais peut-être que comme on a l'adresse mail de Julia Pasquale, on pourra vous envoyer un mail avec l'ensemble des liens. Ça sera peut-être plus simple pour vous pour récupérer les éléments si vous en avez besoin. Ok, merci beaucoup en tout cas. Je vous laisse. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Hein. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, puisqu'on est entre nous, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes? Attends 2 secondes.